Bonjour à tous, alors on se retrouve pour cette deuxième partie donc des photos de vacances. Donc comment faire de meilleures photos de vacances? Je vais donner un petit peu mes petits conseils. Alors le programme est lourd, hein, désolé l'émission ne sera pas courte. On va d'abord voir un petit peu c'est quoi une photo, hein, redéfinir ce que c'est qu'une photo, même si c'est une photo de vacances. Parler un petit peu des réglages automatiques, des réglages manuels. Ensuite on parlera du choix du sujet, le cadrage, la composition, ça c'est des choses assez importantes à comprendre en photo, hein, c'est des petites règles, hein, c'est pas trop chiant. La gestion du soleil, ça va être le gros pavé parce que c'est vrai que en vacances le soleil, comme pour la peau, hein, en photo, le soleil ça peut être votre ami mais ça peut aussi être votre ennemi. Donc je vais vous donner quelques petits tips pour mieux gérer le soleil. Ensuite, on parlera du type de photo, les paysages, les bâtiments, les vieux temples, ce type de photos qu'on fait régulièrement en photo. Pour passer ensuite aux portraits, c'est-à-dire les photos de famille, les photos des autochtones en vacances, des gens qu'on rencontre, comment mieux réussir ces portraits. Comment faire des photos un peu moins floues, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de photos floues sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression qu'on nous vend un peu des appareils en nous disant que ça fait tout automatiquement. Du coup, certains font n'importe quoi. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. J'étais le premier à faire des photos floues, mais je vous donnerai quelques petits trucs pour réduire les photos floues. Un tout petit paragraphe sur la vidéo, parce que c'est vrai que nos appareils photo permettent aujourd'hui de filmer. Donc, quoi filmer en vacances? Est-ce qu'il faut filmer en vacances? Et puis 2-3 petits conseils là-dessus. Et ensuite, pour terminer, sur toute la partie post-traitement, trier ces photos, les développements, parce que le développement numérique, ça existe. Le post-traitement, les filtres, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Instagram. Et puis, justement, les réseaux sociaux. 2 petits mots sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut partager? Est-ce que c'est intéressant de partager ces photos de vacances sur les réseaux sociaux? On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps parce que ça risque d'être long. Alors, je commence à bien connaître le monde des geeks de la photo. Il est aussi impitoyable que le monde des geeks de la techno. C'est encore plus cruel, c'est qu'en photo, il y a quand même toute une partie subjective, hein, les goûts et les couleurs, chacun en a des différents. La photo, ce n'est pas que de la technique. Donc, j'émets cette réserve pour dire à ceux qui s'y connaissent en photo et qui tombent sur cette vidéo, je ne suis pas prof de photo, je suis un enthousiaste de la photo. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai appris. Il y a encore pas si longtemps, je prenais toutes mes photos avec mon smartphone, maintenant j'ai un réflexe, je suis encore en train d'apprendre tout un tas de choses, donc on va dire que c'est des conseils d'amis. Alors, ces conseils s'adressent à tout le monde, que vous utilisiez un smartphone ou un appareil photo réflexe ou un compact. J'ai voulu faire ce module d'une manière assez générale sur la photo, donc il n'y a pas de choses qui concernent qu'un petit groupuscule d'utilisateurs. Alors au moment où j'ai voulu démarrer cette vidéo, il y avait un orage. Là maintenant il y a du soleil, donc je suis probablement sur Aix. On va dire que c'est les aléas de tourner sans éclairage artificiel. Allez, on commence tout de suite, on va parler un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une photo? Alors, là encore, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais sachez que je faisais la même erreur il n'y a pas si longtemps. Pour moi, la photo, c'était un peu retranscrire ce qu'on voit. En fait, la photo, c'est pas du tout retranscrire ce qu'on voit, c'est plutôt retranscrire ce qu'on ressent. Une photo c'est très limité, c'est un cadre dans la réalité. Si vous prenez une photo, si vous vous mettez en face de la mer et que vous la trouvez belle parce qu'elle est immense et que vous posez là avec votre smartphone et que vous prenez une photo de la mer comme ça, généralement vous allez avoir une photo très peu intéressante. Si par contre vous prenez un petit peu votre temps et que pour retranscrire cette immensité, cette impression d'immensité que vous ressentez, vous placez un bateau sur la mer, déjà ça va lui donner une dimension parce que l'œil, le cerveau va avoir la taille du bateau, donc avoir un petit peu plus la taille de la mer devant vous. Si, et puisqu'on est en Occident et qu'on lit en général plus de gauche à droite, si vous le placez vers la gauche de votre image, le bateau, le cerveau va reconstituer un petit peu le mouvement du bateau. Donc ça va donner un mouvement à votre image. Donc pour retranscrire l'immensité de la mer, c'est plutôt utile. Si vous placez plutôt le bateau vers le milieu, on va peut-être plus avoir une sensation de solitude, le bateau à l'arrêt. Et si vous le placez vers la droite, c'est toujours le bateau qui bouge, mais qui va sortir de l'image. Donc ça peut être intéressant, par exemple, pour faire une photo de départ, pour dire « Oh, je suis triste de partir », et voilà, il y a un bateau qui s'en va. C'est un peu grossier ce que je dis, c'est une manière peut-être un peu maladroite d'exprimer, mais ça vous fait peut-être percevoir l'importance du sujet dans la photo, du cadrage, de la composition. Donc ça, c'est des choses qu'on va aborder. En fait,
La photo marche un petit peu comme fonctionne le couple œil-cerveau chez l'homme. Notre regard finalement ne focus très peu de choses, je l'avais vu ça dans un reportage, on ne focus que je crois 7% on ne regarde vraiment que 7% de ce qu'on voit. Le reste c'est le cerveau un peu qui remplit, qui réinterprète, qui fait une histoire à la volée très très rapidement pour qu'on ait des informations. La photo c'est un petit peu pareil, vous allez diriger l'œil de la personne qui la regarde, que ça soit vous ou d'ailleurs un public qui regarde la photo, pour lui faire comprendre ce que vous voulez raconter, il faut le diriger sur un sujet, l'orienter un petit peu, et puis après le reste c'est un peu le cerveau qui va recomposer, même sortir de l'image, parce qu'il va voir des bouts de choses, et donc reconstituer un petit peu l'histoire autour de cette photo. C'est une des manières d'expliquer la photo, hein, il y en a plein d'autres, il y a des cours de photo qui existent. Moi en tout cas c'est ma manière d'aborder plus ou moins la photo. Donc la chose à retenir, c'est que la photo est une histoire, c'est quelque chose qu'on cherche à raconter, c'est une information qu'on essaye de faire passer, d'où l'importance du choix du sujet, du cadrage et de la composition. Mais avant de passer à cette rubrique-là, j'aimerais dire deux petits mots sur les réglages manuels et automatiques, parce que vous verrez que c'est quelque chose qui revient souvent en photo. Les amateurs photo vont toujours vous dire qu'il n'y a que la photo manuelle qui existe, de régler complètement tous les paramètres de sa photo. C'est ça qu'il y a d'important. C'est pas tout à fait faux, c'est vrai qu'un des grands plaisirs en photo, c'est de maîtriser tous les aspects techniques de sa photo et de la réussir techniquement en contrôlant tous les paramètres, mais il ne faut pas sous-estimer la photo automatique. La photo automatique, c'est souvent celle que vous allez avoir avec votre smartphone, mais aussi si vous avez un réflexe, il n'y a pas forcément de honte à vous mettre en mode automatique. Il vaut mieux à saisir un instant en automatique que de le rater parce que vous aviez le nez dans vos réglages. Et ça, c'est surtout vrai quand on commence la photo. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas rester dans le mode automatique. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je sais que souvent, quand je ne prends pas de photo, je règle mon réflexe en mode P, qui est un mode automatique avec quelques réglages possibles, qui me permet, s'il se passe quelque chose très rapidement, de pouvoir dégainer et prendre la photo et voilà, avoir la photo que je voulais du moment que je voulais. La photo, bien sûr, c'est des réglages techniques, mais c'est aussi un moment, c'est aussi un sujet, c'est aussi une histoire, et ça ne se raconte pas que par des règles d'ouverture, d'ISO et de vitesse. Quand on parle justement de réglage automatique et manuel, il y a la mise au point. C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à faire la mise au point manuelle quand on a un appareil qui permet, mais attention, c'est vrai que les appareils photo d'aujourd'hui ont parfois de très grandes ouvertures. Une grande ouverture, je le rappelle, ça veut dire une faible profondeur de champ. C'est-à-dire que la lame de profondeur de champ, elle est très étroite et que ça va partir dans le flou très rapidement derrière et très rapidement devant. Donc, se fier parfois à un écran LCD ou un mauvais viseur pour faire une mise au point manuelle, vous êtes à peu près garanti de réussir votre flou, enfin de rater votre photo. Donc, la mise au point automatique, ça peut être quand même vachement utile. Moi, je sais que je suis très très content de la mise au point automatique de mon 70D, notamment pour la vidéo, parce que sans mise au point automatique, si je faisais ça, là, je partirais dans le flou. Et si je vous fais ça, je partirai dans le flou aussi. Bon, je pars en surex, mais ça, c'est un autre problème. Une bonne stratégie, si vous êtes en apprentissage de photos, c'est de prendre quelques photos en automatique et de les comparer ensuite avec des photos. Vous avez fait vos réglages manuels. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, pas de honte à prendre des photos en automatique. Par contre, si vous restez toutes vos vacances en mode automatique, c'est un peu dommage. Vous n'avez pas de vrai plaisir photo. Alors maintenant qu'on a balayé un petit peu cette question du réglage automatique et du réglage manuel, on va parler du choix du sujet, le cadrage et la composition. Alors comme je l'expliquais au début, le choix du sujet c'est très important. Faire une photo, c'est un peu comme écrire une histoire. Il est important que votre sujet soit mis en valeur, qu'il soit lisible et facilement compréhensible. Donc bien orienter sa photo, bien mettre son sujet en valeur, c'est très très important. Une règle qui existe dans la composition picturale, et ça existe même à l'époque des peintres et même avant, hein, c'est une règle d'harmonie, c'est la règle des tiers. Elle consiste à découper en 9 en fait la surface photo que vous utilisez. Donc imaginez là il y a deux lignes comme ça, et à utiliser les intersections de ces lignes pour placer les sujets. C'est là où vous allez essayer de diriger l'œil quand il va regarder la photo. Alors, c'est pas une règle inscrite dans le marbre, il peut être intéressant parfois de centrer son sujet, mais généralement, quand on n'a pas appris cette règle des tiers, on a tendance à tout centrer. Et centrer, ça peut être intéressant pour montrer la géométrie ou certaines choses, mais
Essayez la règle des tiers, essayez de mettre vos sujets dans ces intersections, vous verrez vos photos déjà vont être pas mal changées. La règle des tiers s'accompagne d'une autre règle assez simple, c'est que vous devez laisser de l'espace là où se dirige le regard de votre sujet, pour peu que ça soit un portrait. Si la personne regarde par là, on va laisser du vide par là. Si elle regarde par là, on va laisser du vide par là. Donc pensez-y quand vous réglez le portrait sur la règle des tiers. Une autre règle picturale dans la composition, c'est bien gérer les vides qu'on a en photo. La photo, j'ai dit que c'était comme du texte, mais c'est aussi comme la musique. La musique, vous avez des silences et vous avez des sons. Et c'est ce silence qui va mettre en valeur le son. En photo, c'est pareil. C'est les parties vides. Quand je dis vide, c'est pas un mur blanc, hein. Ça peut être l'ambiance derrière, ça peut être des arbres. Mais les parties qui ne vont pas attirer l'œil vont mettre en valeur le sujet, tout en permettant au cerveau quand même d'interpréter l'endroit où on est. Donc en règle générale, on essaye de mettre au moins son sujet sur un tiers de la photo et d'utiliser le reste en mettant un petit peu de vide. Alors comme je disais, ce vide n'est pas vide. Une des possibilités aussi pour mettre en valeur son sujet, c'est ce qu'on appelle le bokeh, c'est les jolis flous. C'est votre appareil le permet, c'est de travailler de prendre la photo avec une grande ouverture. Grande ouverture, ça va réduire votre profondeur de champ, donc il y a juste votre sujet qui va être net, et derrière lui et devant lui, ça va partir dans le flou. Ça va vraiment le mettre en valeur. Le cerveau va interpréter les flous, il va comprendre où est votre sujet, mais ça va pas le distraire dans la lecture de votre sujet. Si votre appareil photo ne le permet pas, d'une manière générale dans votre composition, prenez le temps de bien composer les éléments de votre photo, d'essayer d'enlever tous les éléments qui pourraient parasiter la lecture de l'image. Je prends un exemple, si j'ai voulu faire une photo pour montrer la surabondance de scooters en Asie, là c'était à Hanoï, j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu et d'enlever ce taxi dans la photo qui finalement gêne la lecture de l'image. Et si j'avais pu n'avoir que des taxis, que des scooters, la photo aurait été plus intéressante. Alors on va passer quand même à la grosse partie de ce talk. Je vais parler de la gestion du soleil, parce qu'en vacances, le soleil n'est pas toujours votre ami. On l'a vu en début de cette vidéo, c'est capricieux en plus le soleil. On fait tous ces réglages et boum, le soleil apparaît et vous surex. Fin de la parenthèse. Le soleil en photo, c'est votre meilleur ami parce que c'est lui qui va vous procurer l'essentiel de votre éclairage pour la photo, mais ça peut aussi être votre ennemi. Contrairement à ce qu'on croit, les jours de grand beau temps, c'est pas toujours les meilleurs moments pour faire des photos parce qu'un soleil au zénith, le soleil de midi, le soleil de plomb va écraser vos photos, va blanchir les couleurs et rendre les photos vraiment plates et très difficiles à faire. Les appareils photo sont définis par ce qu'on appelle un champ dynamique, c'est-à-dire leur capacité à prendre une photo dans les hautes lumières, ce qui va être très très éclairé, et dans les basses lumières, ce qui est à l'ombre. Et le cas classique de la photo de vacances un petit peu ratée, c'est d'avoir le ciel tout blanc, parce qu'il y a beaucoup de lumière, et puis le sujet noir et bouché, parce que l'appareil a fait une moyenne sur l'éclairage général, et n'a pas un champ dynamique assez grand pour voir toutes les subtilités des formes dans l'ombre, et toutes les subtilités du bleu dans le ciel. Alors, les solutions pour éviter ce type de photos sont multiples. Elles dépendent complètement du contexte, elles dépendent de votre appareil, donc je vais en donner un certain nombre. La première solution, c'est vos pieds. C'est tout bête, mais changez d'angle. Faites 2 pas à droite, 2 pas à gauche. Parfois, vous allez avoir une meilleure lumière, un meilleur angle avec le soleil, et votre photo sera mieux réussie. Le deuxième conseil, c'est de décider vous-même si vous allez surexposer ou sous-exposer votre photo. Généralement, votre appareil photo en mode automatique ou même l'indicateur de la petite barre qui va vous donner, on va dire, une indication technique de la lumière médiane. À vous de décider ce que vous voulez mettre en valeur. Si le ciel, vous voulez qu'il soit plus bleu et mieux rendu, à ce moment-là, vous allez plutôt sous-exposer votre photo. Si au contraire, vous voulez que ça soit le sujet, que dans l'ombre, on voit mieux les matières que vous êtes en train de prendre, vous allez surexposer, quitte à avoir un ciel blanc. Moi, je sais que je fais souvent le choix, j'aurais dû d'ailleurs plus le faire en Asie, parce que j'ai beaucoup de photos qui ont des ciels blancs, j'aurais dû plus sous-exposer mes photos, parce que justement, je shoot en RAW, qui est un format qui va me permettre de remonter un petit peu la lumière en post-traitement dans les parties sombres, et je trouve personnellement qu'il est plus facile de remonter la lumière dans des parties ombreuses, que d'essayer de retrouver des informations dans un ciel qui a été surex.
Je vous le montre d'ailleurs avec cet exemple de cette photo en live. Voilà, le ciel est plutôt bien exposé et grâce à mon logiciel de traitement d'image, je retrouve un petit peu de détails dans le paysage que je voulais prendre en photo, me donnant une photo mieux équilibrée avec un meilleur rendu. Une autre technique, ça consiste à utiliser son flash, alors que vous ayez un flash déporté ou un flash sur votre smartphone. Si le sujet est proche, de lui balancer un petit peu de lumière, ça va le déboucher. Donc ça va vous permettre, si vous sous-exposez le ciel, d'avoir un beau ciel bleu et en même temps un sujet bien éclairé. Sachant qu'un flash n'est pas toujours indispensable, vous pouvez aussi jouer avec des reflets dans l'eau, les reflets d'un mur blanc, pour mieux éclairer votre sujet et avoir une photo mieux équilibrée avec un champ dynamique plus intéressant. Il existe sur la plupart des smartphones, notamment l'iPhone, je crois que sur Android il y a des logiciels qui permettent de le faire. Sur les appareils photo aujourd'hui, il y a un mode qu'on appelle le mode HDR. HDR, c'est High Dynamic Range. Ça veut dire que ça va étendre le champ dynamique de votre photo. Dans la pratique, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va prendre 3 photos très rapidement, même instantanément, on va dire. Pas tout à fait le cas, mais bref, je rentre pas dans les détails. Et ensuite, les empiler et trouver le meilleur ciel et le meilleur rendu de la partie ombreuse pour vous donner une photo avec un champ dynamique plus étendu. En parlant de soleil, là, il est en train de refaire une apparition. Je vais tirer le rideau. Voilà, je suis un tout petit peu moins surex. Alors, le HDR, ça peut être assez intéressant sur des paysages. Ça donne des résultats parfois vraiment bluffants. Moi, je suis assez étonné des résultats en HDR du Sony qu'on a amené en vacances, du Sony qui utilisait le Marion, là, le RX100 Mark II. Et aussi de mon iPhone. Le mode HDR donne de bons résultats. Après, méfiance, le HDR, c'est quand même un mode assez peu naturel, qui peut donner des photos où on voit plein de choses, mais qui ont un rendu un peu bizarre. Les ombres, c'est intéressant aussi, il faut savoir jouer avec. Le meilleur conseil par rapport au HDR, c'est toujours de prendre une photo non HDR et de prendre une photo HDR et de choisir celle qui vous plaît le plus ensuite. Le dernier conseil pour éviter ces problèmes en photo de vacances, c'est la retouche. Alors, si votre appareil le permet, je vous conseille vivement de shooter en RAW. RAW est un format brut d'image qu'il faut un peu développer derrière, mais qui va avoir beaucoup plus d'informations qu'un format JPEG et qui va vous permettre de rattraper en post-traitement beaucoup de choses en photo et c'est quand même, j'ai presque envie de dire, quasi indispensable sur ce type de photo. Alors, si vous shootez en JPEG, rien n'est perdu. Il faut juste faire un petit peu plus attention. Ça ne veut pas dire qu'en RAW, il faut faire n'importe quoi. Vous ne rattrapez pas tout. Mais c'est vrai que, notamment pour les problèmes de haute lumière et de basse lumière, le RAW donne une marge d'erreur un peu plus grande. Sinon, si vous avez une photo qui est vraiment brûlée, sachez d'abord que des photos brûlées, ça peut être très intéressant, esthétiquement, quitte à pousser encore un peu l'exposition. Les Asiatiques aiment beaucoup ce type de photos très surexposées. Et puis, une autre solution, c'est de retravailler votre photo justement en noir et blanc. Si vous avez une photo vraiment brûlée, le noir et blanc, ça peut être très joli avec des très forts contrastes, avec des ombres très denses et beaucoup de lumière. Donc, testez. Une photo va être peut-être flinguée au moment où vous la lisez sur la carte SD, vous la jugerez ratée. Essayez 2-3 petites choses en post-traitement. Parfois, on peut vraiment rattraper une photo et la rendre intéressante. 2 derniers conseils par rapport à la gestion du soleil. Les écrans LCD. Alors ça, Marion en a beaucoup souffert pendant les vacances, puisque le RX100 Mark II n'a qu'un écran LCD. Moi, avec mon smartphone, c'est que prendre des photos en pleine lumière avec un écran LCD qui généralement est déjà plein de crème solaire et de la moussaka de midi, vous ne voyez rien, il y a des reflets de partout, on arrive à peine à cadrer, à faire sa mise au point, et c'est très difficile de prendre des photos en pleine lumière avec un écran LCD. Alors après, vous pouvez vous fabriquer un petit cache, mais c'est pas toujours facile. Donc, si vous êtes dans le choix d'un appareil à amener dans vos vacances, je vous conseille vivement de prendre un appareil qui a un viseur, que ça soit après un viseur réflexe ou autre type de viseur. Mais en tout cas, voilà, un œilleton qui permette de s'isoler de la lumière pour prendre sa photo. Ça permet de garder un peu plus le contrôle sur ce qu'on est en train de faire.
Le dernier conseil, et ça je pense que personne ne me contredira sur ce conseil-là, c'est certainement le conseil le plus important par rapport au soleil et aux photos de vacances et aux photos en général, choisissez votre heure. Les plus belles heures en photo, c'est très tôt le matin et c'est à l'heure de l'apéro. Quand je dis très tôt le matin, c'est pas 9 heures après le petit-déj. Hein. Très tôt le matin, c'est se lever à 4 heures et être à 5 heures pendant que le soleil se lève. Là, vous allez avoir de très très belles lumières. Alors, ça demande un effort, hein, se lever en vacances à 4 heures du matin, c'est pas toujours possible. Vous pouvez aussi vous coucher, hein, aller prendre des photos avant d'aller vous coucher si vous avez fait la fête la veille. C'est vraiment des très belles photos le matin, on a des belles lumières rasantes. Vous pouvez très bien vous recoucher après, hein, vous êtes quand même en vacances. Mais essayez de le faire de temps en temps pendant vos vacances, vous n'allez pas le regretter parce que vous aurez des photos d'une autre qualité. L'autre heure un peu magique, bah, c'est le soir quand le soleil se couche. Alors c'est pas toujours le cas, là ce soir le soleil il me fait un peu chier. Mais voilà, bon, en dehors du classique coucher de soleil, hein, ça c'est toujours beau un coucher de soleil. Je donnerai 2-3 peut-être astuces pour les couchers de soleil, mais vous allez avoir des belles lumières rouges, ça va bien faire ressortir les peaux. Les gens sont beaux à ces heures-là. Il y a la fameuse heure bleue juste avant que le soleil se couche définitivement, où on a des lumières un peu fantasmagoriques. Vraiment, c'est des heures intéressantes pour prendre des photos. S'il y a un moment de la journée où il faut sortir votre appareil, c'est ça, très tôt le matin et tard le soir. Alors pour vous parler un petit peu des couchers de soleil, je vais parler des filtres à densité neutre. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre à densité neutre? Ça aussi, je l'ai expliqué un petit peu dans la première partie de l'émission. C'est une espèce de lunette de soleil pour votre appareil photo. Ça va vous permettre de diminuer la lumière qui rentre dans votre appareil photo, donc qui tape sur le capteur. Donc de travailler avec des profondeurs, avec des ouvertures plus grandes, même en plein soleil. Donc d'avoir des profondeurs de champ moins grandes en plein soleil, parce que sinon vous êtes obligé vraiment de réduire votre profondeur de champ, et donc vous n'aurez pas ces jolis flous qu'on obtient en réduisant sa profondeur de champ. Donc ça peut être intéressant de mettre ces filtres pour prendre des photos en plein soleil et continuer à utiliser ce jeu-là avec des grandes ouvertures. C'est surtout important en vidéo, parce qu'en vidéo, on est vachement réduit au niveau de la vitesse, des possibilités au niveau de la vitesse. Donc d'avoir ce genre de filtre, si vous filmez des choses en plein soleil, c'est assez important. Après, on l'utilise pas mal en photo pour faire un peu des posters de jeunes filles. Vous savez, ces cascades où l'eau devient complètement de la brume. Ça, justement, ça s'obtient en réglant son appareil photo sur une vitesse moins grande pour avoir du mouvement de l'eau et que ça devienne flou. Mais si vous êtes en plein soleil, vous êtes obligé de diminuer la lumière qui rentre pour pouvoir augmenter la vitesse. Donc vous mettez ce type de filtre neutre. Moi, j'en avais pas pris un très très bon, donc j'ai fait peu de photos avec. J'ai fait un lever de soleil. Alors on voit justement que j'ai réussi à réduire le mouvement des vagues en faisant une ouverture plus lente, en prenant quand même le soleil qui se levait directement dans l'appareil photo. Après, pour un débutant en photo, c'est peut-être pas la peine de s'encombrer avec un filtre neutre. Vous pouvez vous amuser avec votre lunette de soleil. Vous allez voir, j'ai obtenu moi une photo en faisant ce jeu-là avec ma lunette de soleil. Alors ça va détériorer votre image, mais vous comprendrez un petit peu comment ça marche. Et puis après, si ce type de photo vous intéresse, ben investissez, ça c'est le conseil que je vous donne, dans un bon filtre, parce que moi j'en ai pris un mauvais et il m'a pas servi à grand chose du coup. On a terminé la partie sur notre copain le soleil, qui décidément a décidé de taper fort. Je vais peut-être devoir me relever pour aller régler l'ouverture de la caméra. Hein, désolé, je suis un petit peu brûlé. Alors, on va parler justement des sujets qu'on prend en photo. On va commencer par les paysages et les bâtiments. Alors, premier conseil là-dessus, c'est prenez votre temps. À moins d'être dans un groupe organisé où il faut aller au pas de course, vous avez le temps, vous êtes en vacances. Comme on l'a dit au début, une photo c'est une émotion. Pour partager une émotion, il faut déjà les avoir. Donc vous êtes là pour regarder les choses, voir les choses avant de les prendre en photo. Ne faites pas le touriste japonais, et je dis touriste japonais, je suis dans la caricature, mais ces gens qui prennent le moindre centimètre carré en photo et qui finalement ne voient leurs vacances qu'à travers leur petit œilleton ou leur écran LCD. C'est un peu dommage, c'est dommage pour vous, ça peut être chiant aussi pour l'entourage. La photo doit être une passion et pas une obsession.
Les paysages, c'est un des exercices perso que je trouve le plus dur en photo. C'est très frustrant parce qu'on est là, on voit un paysage absolument superbe, on a envie de le partager, on prend sa photo et on se retrouve avec un carré tout petit et où il se passe rien. Donc c'est à vous un petit peu à tricher avec le paysage pour le rendre le plus intéressant possible en mettant des sujets devant. S'il y a des touristes quelque part, ben, mettre de l'humain, ça va donner la dimension aussi du paysage, ça peut être intéressant. Bref, trouver des éléments de décor que vous allez justement mettre sur divers plans. Votre paysage va être plus intéressant si vous avez un buisson devant et puis ensuite une première chaîne de montagne, une chaîne de montagne derrière. Ça va donner une dimension de la vraie 3D sans lunettes à votre paysage et le rendre plus intéressant et l'œil aura envie de l'explorer. De même, s'il y a des lignes, des routes qui vont à travers le paysage, mettez-les dans le cadre, mettez-les sur la règle des tiers. Ça va balader l'œil dans le paysage et rendre sa vision beaucoup plus ludique et intéressante pour la personne qui regarde. Le cadrage est très très important en photo de paysage. Comme je disais, n'hésitez pas à couper des éléments, les mettre en bord de photo. La moitié d'une maison, le cerveau va interpréter le reste. La moitié d'un bateau, le cerveau va reconstruire le reste. Et en reconstruisant ce qu'il ne voit pas, le cerveau va élargir votre image. Donc ça peut être un effet très très intéressant, justement, de couper certains éléments sur les bords de votre image pour lui donner une dimension presque panoramique. Et justement, le panoramique, aujourd'hui, nos smartphones permettent d'en faire. Alors n'en abusez pas, parce que le format panoramique, ça peut être chiant à la longue, mais c'est vrai qu'un chouette panoramique d'un paysage, ne les faites pas trop longs non plus les panoramiques, parce qu'après ça fait juste une petite ligne et on n'a pas d'écran qui permette de voir des panoramiques trop longs, mais vraiment le panoramique, surtout si vous n'avez pas des objectifs grand angle ou ce genre de choses, vont vous permettre de retranscrire la beauté d'un paysage et sa diversité d'une manière assez intéressante. Les bâtiments, quand vous visitez des vieux temples, un musée, une ville, les bâtiments sont des choses très intéressantes à regarder. Là aussi, il y a des choix de lignes de géométrie à faire. N'oubliez pas, pour donner de la profondeur à une image, d'utiliser les lignes de fuite, ce qui va donner de la profondeur. Prendre aussi des photos géométriques, ça peut être intéressant. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de pagodes au Vietnam où l'harmonie vient justement du trio, milieu et des deux côtés qui doivent être parfaitement géométriques, etc. Donc, j'ai pris pas mal de photos vraiment de face géométriques des pagodes. Mais de prendre des angles par rapport à un bâtiment va les dramatiser un petit peu, pas dans le mauvais sens, mais leur donner une dynamique et les faire sortir de l'image. Ça peut être intéressant de chercher ces lignes de fuite et ces angles sur un bâtiment. Pareil, certains bâtiments sont immenses, ça peut être intéressant. Si vous êtes, je sais pas, à l'Acropole et qu'il y a plein de touristes, ça peut être bien de mettre quelques petits touristes pour qu'on prenne la dimension de l'ensemble. Si vous attendez l'heure où il n'y a plus de touristes du tout, vous aurez une belle photo aussi, il n'y aura pas de touristes, mais vous n'aurez pas forcément la dimension le cerveau ne va pas comprendre la dimension du bâtiment. Donc ne cherchez pas à tout prix à exclure les autres personnes de vos photos. Un conseil aussi sur les photos de bâtiments, c'est que vous pouvez prendre des grandes photos générales qui vont être très impressionnantes sur des gros bâtiments ou sur la petite maison bleue en haut de la colline. C'est toujours intéressant, mais c'est aussi intéressant de varier, de prendre des détails du bâtiment, d'aller faire, alors pas forcément des macros, vous n'avez peut-être pas un appareil ni un objectif pour faire une macro, mais de prendre des détails d'un bâtiment. Cette alternance dans un album photo, de grandes photos d'ensemble et de détails vont permettre de mieux comprendre l'ambiance d'un endroit, les détails architecturaux, le travail des menuisiers, etc. Et va vous rendre un album beaucoup plus intéressant. Alors, on va passer aux portraits, les photos de gens. C'est vrai que quand on est en vacances, souvent on rencontre des gens ou on y va avec des gens. Le portrait posé, la photo sur le vif, je dirais qu'il faut un peu des deux. C'est vrai que le portrait posé, tout le monde n'est pas apte à poser correctement. On a parfois des sourires un peu crispés, pas très jolis. Bon, il en faut aussi. Moi, j'aime bien prendre des photos sur le vif. Alors, l'idée n'est pas de prendre les photos des gens quand ils n'ont pas envie d'être pris en photo, mais voilà, une photo un petit peu bougée, des mouvements. Un petit conseil photo vraiment tout bête pour les portraits.
faites en sorte que les gens se retournent vers vous pour prendre la photo. Ça va tirer comme ça leurs traits et ça fait des portraits plus flatteurs, plus jolis en photo. C'est un petit conseil plutôt que de la photo droite avec les épaules droites face au capteur, etc. Où là, bon, parfois on a l'air un peu d'un guignol. Voilà, la photo où on donne un petit peu de dimension, où on tourne la tête, on lève la tête, ça peut être plus intéressant pour faire des portraits. Si vous prenez vos enfants en photo, alors si vous restez debout et que vous prenez des photos de vos enfants quand ils sont en bas âge, ça va être des photos en contre-plongée. Donc vous allez donner quand même une sensation d'écrasement à votre enfant et de supériorité par rapport à votre enfant. C'est pas toujours ce que vous voulez faire, donc c'est tout bête, hein. Faut se mettre à genoux, faut se mettre à quatre pattes et prendre des photos des enfants vraiment face à face. Ça les rendra plus humains, entre guillemets, et ça donne des photos plus sympas. Je donne par exemple cette photo, moi, que j'ai prise d'un enfant dans les bras de son père, et il était à la même hauteur que moi, et ça donne une photo assez sympa. Pour les photos d'action, c'est vrai qu'en vacances, on fait du sport, on bouge beaucoup. Les photos d'action, bah, c'est des photos un petit peu plus compliquées à faire. Il faut savoir régler la vitesse de son appareil. Dans le cas des smartphones, et là je pense à mon iPhone, il y a un mode photo d'action qui va prendre des rafales en fait de photos. Donc plein de photos d'un mouvement pour que vous puissiez choisir la photo que vous préférez de ce mouvement. Sur tous les appareils photo, il y a des modes rafales, plus ou moins rapides hein, selon la qualité de votre appareil photo. Si vous savez pas régler vous-même la vitesse de votre appareil photo, même sur des gros réflexes, il y a des modes qu'on appelle les modes sport qui vont vous permettre de prendre des successions. Un petit truc quand même avec les rafales, surtout si vous avez un gros appareil réflexe, si vous shootez en RAW, désactivez le RAW à ce moment-là, mettez-vous en JPEG, parce qu'on peut inscrire beaucoup plus de photos en JPEG qu'en RAW, qui sont des fichiers beaucoup plus gros, donc vous aurez une rafale beaucoup plus performante en restant en JPEG. Alors sur les portraits de gens, il y a aussi les gens que vous allez croiser pendant vos vacances, les gens qui habitent dans un pays si vous partez à l'étranger. C'est toujours une question un petit peu délicate, il y a le droit à l'image, est-ce qu'on doit prendre des photos des gens, est-ce qu'on doit leur demander, mais si on leur demande, ça va être de la photo posée, mais si on leur demande pas, c'est de la photo volée. C'est un débat assez complexe, ça dépend aussi un petit peu de votre rapport avec les gens, de votre timidité. Les meilleurs portraitistes, les gens qui font vraiment des super portraits ethniques, vous raconteront souvent des histoires que tel ou tel portrait, il leur fallu une journée à discuter avec la personne, la mettre en confiance pour obtenir la photo qu'ils voulaient. Moi, je sais qu'il y a certaines de mes photos, j'avoue, certaines de mes photos, j'ai fait des photos volées. Voilà, des moments, j'ai pris des gens, ils sont pas forcément au courant que je les ai pris en photo. Quand je peux, bah, je vais leur montrer, j'en discute avec eux. Quand j'ai pu discuter avec une commerçante ou acheter quelque chose et que je la prends en photo après, ça établit un rapport, ça rend la photo aussi assez agréable. Donc j'ai envie de dire là-dessus, réfléchissez bien quand même avant de le faire, ne passez pas... Ce qui est insupportable, c'est ces gens qui arrivent avec leur gros zoom, qui se mettent loin des gens et qui prennent des portraits vraiment zoomés des gens sans se faire voir. On a l'impression que c'est des pervers. Si vous voulez prendre des photos des gens, il faut essayer d'aller les voir, il faut discuter avec eux, quitte à aller les voir après avoir pris la photo, pour avoir une photo d'un instant pas posée, mais après vous allez leur montrer. Enfin voilà, je vous donne mes petits conseils. Moi c'est quelque chose, je suis pas encore très à l'aise avec, c'est quelque chose, je sais, j'ai pas encore assez confiance en mes capacités photo pour vraiment faire des portraits intéressants. C'est quelque chose sur lequel j'espère m'améliorer. Alors, un petit mot très rapide sur la vidéo, parce qu'il faudrait que je fasse une autre vidéo pour parler des vidéos de vacances. Mais c'est vrai que nos appareils photo aujourd'hui nous permettent de filmer des vidéos en même temps qu'on prend des photos. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Petit conseil à ceux qui n'ont jamais fait de vidéo, on va dire 2 conseils simples. Faites des vidéos très courtes. Et puis vous les assemblez après, vous mélangez des photos et là vous aurez un album vidéo-photo assez intéressant. Faites pas des vidéos trop longues, d'abord c'est chiant à monter, c'est lourd à trimballer, ça peut être pénible. L'autre chose c'est ne bougez pas, ne faites pas des zooms tout le temps et ne bougez pas trop quand vous faites de la vidéo. Faut être très lent en fait en vidéo pour qu'un mouvement soit agréable. Nos appareils, même s'ils sont stabilisés, des mouvements trop rapides, des saccades, ça donne la gerbe et ça donne pas des vidéos très intéressantes. Il vaut mieux, si vous voulez filmer un objet à la fois de loin et de près, faire une première séquence où vous le filmez de loin, vous coupez,
vous zoomez et vous le filmez de près. Le zoom alors qu'on est en train de filmer, enfin moi je trouve pas ça très agréable. Petite chose à savoir quand même sur les vidéos, c'est qu'en règle générale, que ce soit avec votre smartphone ou votre réflexe, le son de votre vidéo va être assez pourri, à moins que vous ayez un micro spécialisé externe. Donc ne faites pas trop confiance à vos vidéos pour restituer l'aspect sonore de vos vacances. Il vaut mieux choisir une belle bande son, une musique de là-bas, une petite musique traditionnelle à mettre en fond de votre vidéo, plutôt que d'essayer d'enregistrer des sons avec les mauvais micros qu'il y a sur nos caméras. Je reviens sur la photo et je voudrais parler un petit peu du flou en photo. On a parlé des jolis flous, hein, le bokeh, le flou qu'on a derrière son sujet ou devant son sujet. Maintenant, je vais parler des mauvais flous. C'est vrai, et là, je jette la pierre à personne, hein, parce que j'étais le premier à mettre ce type de photo sur les réseaux sociaux. La photo de hamburger flou mal cadré, on a tous subi ça. J'ai l'impression que c'est un mal enfin, ça s'empire. Je pense que nos appareils nous rendent un peu flemmards. On nous dit que tout est automatique, donc on fait même plus gaffe. Et on prend la photo comme ça, on la balance sur le réseau social sans faire attention. Et moi, je sais que j'ai les yeux un peu qui saignent quand je vois certaines photos. Il y a des méthodes très simples pour réduire les photos floues, les photos que vous allez jeter, les photos qu'autrefois on n'osait même pas développer. Alors, le premier flou, c'est tout bête, ça vient de la mise au point. Il est important de bien comprendre comment fonctionne son appareil au niveau de la mise au point. Souvent, vous avez plusieurs modes de mise au point, hein, dès que vous passez à des choses plus sophistiquées qu'un smartphone. La mise au point, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous fier à la mise au point automatique, mais si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça peut être aussi un faux ami, la mise au point automatique. Qui n'a jamais fait la photo où votre appareil photo a fait la mise au point sur la petite branche d'arbre devant et le château derrière, il est tout flou. Donc ça, c'est un peu embêtant. Si vous pouvez débrayer ou mieux contrôler votre mise au point, il ne faut pas hésiter à le faire. L'autre flou, c'est le flou de sujet. Alors ça arrive souvent en basse luminosité ou si votre sujet bouge très rapidement. Donc, en basse luminosité, il faut dire à votre sujet de pas trop bouger ou d'essayer de faire une photo un petit peu posée, qui cligne pas trop des yeux à ce moment-là. Sinon, vous allez avoir des flous autour de lui. C'est un flou aussi que vous pouvez combattre en prenant une photo plus rapidement, mais ça dépend à la fois de vos connaissances photo et des capacités de votre appareil. Et finalement, le flou, c'est le dernier flou, on va dire, c'est le flou de la caméra elle-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en basse luminosité, un appareil photo que vous portez, même si vous êtes un moine Shaolin expert du zen, vous allez quand même bouger un tout petit peu. C'est des micro-mouvements qui vont créer des flous. Donc, même si vous prenez un arbre qui bouge pas, mais il commence à faire nuit, il n'y a plus beaucoup de lumière, rien que le flou de votre appareil porté va donner un flou à l'image. Donc ça, pour combattre, la meilleure solution, c'est le trépied. Donc amenez un trépied avec vous et puis vous posez l'appareil sur le trépied. Il faut savoir que même le fait d'appuyer sur le déclencheur de votre appareil photo peut générer un flou, même sur trépied. Donc si vous utilisez un trépied, vous êtes en basse luminosité, mettez-vous en déclenchement à distance ou un minuteur pour tout lâcher, qu'il n'y ait rien qui bouge quand vous prenez la photo. Voilà, j'espère que j'ai donné quelques petites astuces et quelques petites explications à ceux qui ont des photos trop floues ou trop de photos floues. Et justement, on va passer à la dernière partie du plaisir photo en vacances. C'est le dérochage de ces photos. Donc, c'est glisser sa carte SD dans son ordinateur ou alors regarder ses photos sur son smartphone. Là, c'est un bon exercice pour progresser en photo, c'est de noter vos photos. Alors, avec des systèmes comme iPhoto, Aperture ou Lightroom ou d'autres, vous pouvez mettre des étoiles pour classer vos photos. Moi, je sais que sur une journée de photos, c'est très rare que j'ai une photo excellente sur laquelle je mets 5 étoiles. Généralement, je vais en avoir une ou deux pendant toutes les vacances, des excellentes. Peut-être un petit peu plus, on va dire 5 photos avec 5 étoiles. Ensuite, je mets une étoile si la photo est ratée, mais que je dois la garder parce que le sujet est important. 2 étoiles si elle est pas mal, mais je suis pas encore sûr de la garder. 3 étoiles si la photo est bonne. Et 4 étoiles si elle est très bonne. Donc voilà, moi c'est mon classement à moi. Je fais cet exercice d'être autocritique et de regarder ces photos. Ça vous fera beaucoup progresser. De comparer les photos qu'on a fait en automatique, qu'on a fait en HDR, avec des photos qu'on a réglées manuellement, c'est ça aussi qui fait progresser. Donc il faut passer un petit peu de temps sur son dérochage photo.
Alors après se pose la question, trop de photos, pas assez de photos. Moi je sais que j'ai le défaut encore de prendre trop de photos. Il faudrait que je réduise encore d'un quart le nombre de photos que je prends. Encore une fois, c'est un manque de confiance en moi. J'ai tendance à surshooter mes sujets pour être sûr d'avoir la bonne photo. Et du coup, je me retrouve avec trop de photos à trier. C'est pénible et ça rend l'exercice de tri un peu laborieux. D'un autre côté, il y a des gens, je trouve, qui prennent pas assez de photos. Ils prennent une photo d'un endroit, puis hop, ils s'en vont. C'est dommage, ils se privent parfois d'aller chercher un détail, un autre angle. Donc, le conseil, il est relativement simple. Si vous prenez trop de photos, on va dire 1000 photos par jour, 500 photos par jour, c'est presque trop. Diminuez un peu. Si vous prenez 10 photos par jour, c'est pas assez. Prenez-en plus. Donc voilà, vous trouvez le bon crantage. Ça dépend aussi des plaisirs que vous prenez à prendre des photos. Mais si vous regardez cette émission longue, c'est qu'a priori, la photo vous intéresse un petit peu. Et on arrive à la dernière partie, justement, tout ce qu'on appelle le post-traitement et les filtres photos. Alors, il y a un certain snobisme chez les amateurs photographes de dire « Oui, moi, ma photo, je l'ai prise sans filtre, je l'ai même pas post-traitée ». C'est bon, why not? Prendre une bonne photo, c'est très important. Moins vous avez de réglages à faire derrière, mieux c'est. Mais il faut savoir que toutes les photos que vous voyez dans les magazines National Geographic, Géo, etc., les photos de cartes postales, elles sont toutes post-traitées, et parfois post-traitées avec de la grosse truelle. Donc, il n'y a pas de honte à post-traiter à partir du moment où vous savez ce que vous faites, même si vous avez décidé de le faire au moment de la prise de vue. Je vous disais tout à l'heure, décider de surexposer ou de sous-exposer sa photo, parce qu'on sait qu'en post-traitement, on va pouvoir récupérer des infos dans les parties sous-exposées. Voilà, ça peut être intéressant, il faut le faire. Si vous shootez en RAW, il faut savoir que c'est un format brut de décoffrage. Le RAW est fait pour être développé, est fait pour être travaillé derrière, pour refaire sortir les couleurs et avoir les réglages qu'on veut. Il n'y a pas de honte à post-traiter sa photo. Autrefois, on les développait. Les bains qu'on choisissait, les températures, les temps de bain, les caches qu'on mettait servaient aussi à avoir la photo qu'on voulait. Et ben, le post-traitement numérique, c'est exactement la même chose. Justement, les filtres qui sont une partie du post-traitement, alors certaines personnes sont farouchement anti-filtres et signent avec fierté avec le hashtag #NoFilter. Why not? Pourquoi pas? Moi aussi, je suis assez fier quand une photo, elle a un rendu qui correspond exactement à ce que je voulais, sans que j'aie à mettre de filtre. Maintenant, si le filtre vient sublimer votre histoire, il faut pas s'en priver non plus. Si par exemple, je prends un exemple d'une de mes vieilles photos que j'ai pris au Cambodge, dans les temples d'Angkor, j'ai envie de lui donner un côté Indiana Jones pour dramatiser et faire ressentir justement ce que j'ai ressenti, ces grands temples. J'avais l'impression d'être dans un film d'Indiana Jones. Why not? Ça participe à l'histoire que je veux véhiculer par la photo, et c'est pas une détérioration de la photo, ça continue dans l'histoire. Il y a des très grands artistes photos qui utilisent énormément de filtres, qui découpent leurs photos, qui font des assemblages sous Photoshop. Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats dans le monde de la photo entre les gens qui disent « Toi, t'es pas un photographe, t'es un illustrateur et tu utilises la photo pour faire tes illustrations. » Moi, je trouve que c'est un faux débat. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos images. Vous avez une histoire à raconter. Le plus important, c'est de la raconter. Après, utiliser des filtres pour utiliser des filtres. Une photo moche, vous pourrez rajouter autant de filtres que vous voulez. C'est un peu comme le maquillage. Ça se voit et ça vous rend pas plus belle. Donc, j'aurais pas dû faire une analogie avec le maquillage. Mais bon, j'y suis, j'y reste. Voilà, au bout d'un moment, trop de filtres pour cacher les défauts d'une photo, bah, c'est du maquillage à la truelle. Ça se voit et c'est moche. Alors effectivement, qui dit filtre parle souvent d'Instagram, on va dire de tous les autres réseaux sociaux d'échange de photos, et les applications aussi qui vont vous permettre d'améliorer vos photos. Je vais pas rentrer dans toutes les apps que j'utilise, j'en ai utilisé assez peu en vacances, surtout que maintenant avec moi les annonces qu'il y a eu pour iOS 8, j'attends beaucoup du nouveau logiciel de traitement de photos qu'il y aura sur les smartphones. C'est vrai qu'il y a des applis très intéressantes avec des filtres assez intéressants. Il y en a une, je vais quand même vous en conseiller une. Qui était assez sympa pour les filtres, c'est Lightly.
Lightly qui a des filtres assez discrets, assez intéressants. Et sinon, pour faire de meilleures photos, si vous avez un smartphone, là je reste dans le monde iPhone, hein, mais vous trouverez des équivalents sur Android ou sur Windows Phone. Moi j'utilise toujours Camera Plus, qui va me permettre de dissocier l'endroit où je fais ma mise au point et l'endroit où je vais chercher ma lumière pour avoir un tout petit peu de contrôle manuel. Et justement, en parlant de contrôle manuel, alléluia, entre le temps où j'étais au Vietnam et le temps où j'enregistre cette photo, Apple a annoncé qu'on allait pouvoir débrayer un petit peu l'appareil photo sur les smartphones, donc ça c'est cool. Donc après, vous trouverez tout un tas d'apps qui peuvent vous aider en photo. Il y a des applications pour faire des selfies à 360. Enfin, il y a des trucs pour faire des photos vraiment originales. Donc, creusez un peu dans les tests de Nowtech, écoutez Upload. On a testé pas mal d'apps photo. Je reviens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi, je trouve ça très sympa. D'abord parce que je partage certaines de mes photos de vacances. J'ai votre retour, j'ai votre feedback. Ça m'aide à m'améliorer. Je vois aussi les photos que les gens aiment. Voilà, ça permet de s'affiner un petit peu en photo et de savoir ce qu'on a envie de publier. Après, un réseau social comme 500px par exemple que j'utilise, alors là c'est un peu humiliant parce que j'ose même pas y mettre beaucoup de photos parce qu'il y a des photographes de très haut niveau. Par contre, on y trouve de super idées photos et vraiment de l'inspiration photo et ça c'est pas mal. Après, partager ces photos sur les réseaux sociaux, c'est les règles de la vie privée, hein, chacun les siennes. Je suis juste un peu choqué, moi, parfois, de voir des photos que certains partagent de leurs enfants en petite tenue, hein, parce qu'en vacances, on est habillé courtement. Bon, voilà, ils prennent des choses sur Internet, évitez ce genre de photos, on sait jamais sous quels yeux ça tombe, ou alors partagez-les dans des cercles un peu restreints. Mais bon, je veux pas faire mon père la morale, chacun fait ce qu'il veut avec son réseau social, mais sachez que voilà, une photo publique, elle appartient à tout le monde, hein. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, j'avais envie de lancer un petit hashtag, profiter de cette émission, pour que vous aussi vous partagiez avec moi et avec tous ceux qui regardent vos photos de vacances, une ou deux photos que vous avez envie d'avoir du feedback de la communauté là-dessus. Donc utilisez, que ce soit sur Twitter, Facebook, Google+, ou Instagram, le hashtag NTTV Photo Club. C'est ça, oui. NTTV Photo Club, je l'inscris là. Et vous ajoutez hashtag vacances, comme ça on met une rubrique. Si on a envie de faire d'autres petits trucs photos, on mettra un deuxième hashtag. Donc NTTV vacances. Et puis comme ça, NTTV Photo Club vacances. Et comme ça, on se regarde un peu les photos. Et puis on en reparle peut-être dans un prochain talk. Donc c'est la fin, j'espère que ce format vous a plu, hein. C'est un talk, donc je parle un petit peu sans m'arrêter, sans avoir plus préparé que quelques bullet points sur mon iPad. Le format a peut-être été un peu long pour certains d'entre vous, j'en vois 2-3 au fond qui sont déjà endormis. Dites-moi si ça vous a plu, hein. Mettez des likes ou des unlikes, hein, ça fait partie du jeu. N'hésitez pas à partager vos conseils aussi, ça c'est super important. Si vous avez des conseils à nous donner sur vos photos, sur les photos de vacances, mettez-les sur le site nowtech.tv, dans les commentaires de l'émission, et comme ça tout le monde profitera de vos conseils. Sur ce, je vous dis à bientôt, à de très bonnes vacances si vous allez partir en vacances. Je vous souhaite plein de soleil. Si vous n'avez pas de soleil et un temps de merde, je ferai une autre émission sur les photos de pluie ou par temps de merde. Petit conseil quand même, utilisez le noir et blanc si vous avez vraiment mauvais temps, ça fait des jolies photos. Et sur ce, je vous quitte et je vous dis à très bientôt. Ciao!